Bonjour, c'est le 21 juin prochain qu'aura lieu la conférence Capital Transmission Buyout organisée par Les Échos en partenariat avec l'AFIC. C'est à cette occasion que j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Xavier Norlin, associé responsable de la practice corporate du cabinet d'avocats Diel & Piper à Paris. Xavier Norlin, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors à l'occasion de cette conférence LBO, on va balayer plusieurs sujets, mais on va se pencher notamment sur le tour d'horizon un peu de ces opérations de LBO dans le marché français. Qu'est-ce qu'on peut en dire, à la fois en termes de volumétrie, de la qualité des actifs que vous voyez arriver sur votre bureau? Alors il est un peu tôt pour faire un benchmark complet, je vais dire, des opérations qui sont intervenues depuis le 1er janvier de cette année, donc pour le premier semestre 2016. Ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on a ressenti très clairement au sein de l'équipe Diel & Piper, c'est qu'après une année 2015 un peu en demi-teinte avec 2014, le marché a été très actif depuis le 1er janvier de cette année. Toutes les opérations qui étaient un peu connues et annoncées, y compris dans vos colonnes d'ailleurs, en début d'année comme devant se réaliser cette année, sont enfin sorties. Exactement. Donc on peut mentionner notamment la vente de Novacap par Ardian ou le désengagement de Grandfrais par Abenex, mais il y en a eu plein d'autres. Et on a un deal flow qui va forcément beaucoup nous occuper jusqu'à la fin du mois de juillet. Et en termes de taille des opérations qui sont aujourd'hui dans le marché, est-ce que vous diriez, on a vu l'année dernière quand même pas mal d'opérations de plus grosse envergure en début d'année. Là, on a l'impression que c'est un peu le cœur du mid-cap à la française qui s'agite. Est-ce que c'est aussi la perception que vous en avez? Alors c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je pense que la quasi-totalité des opérations que nous avons pu voir, pas uniquement parce qu'on les avait conseillées, mais parce qu'elles sont connues sur la place, sont plutôt des opérations d'ailleurs de type secondaire sur le segment mid-cap du marché en fait. Avec bien entendu un marché qui est extrêmement favorable aux vendeurs, encore cette année ou encore au cours de ce premier semestre, compte tenu de la rareté des actifs de qualité, de l'abondance des fonds à investir et également de la dette. Oui, donc beaucoup de liquidités des deux côtés du spectre. Exactement, avec une dette qui est protéiforme, comme on le sait bien, et qui reste encore très peu chère par rapport aux années précédentes, en tout cas il y a 2 ou 3 ans. Et comment est-ce que vous qualifieriez en fait l'activité du LBO français aujourd'hui par rapport à ce que vous voyez dans les grandes économies européennes où le cabinet est présent? Alors, la situation est un peu contrastée. Ce qui ressort de notre groupe Private Equity Diel & Piper, qui comporte à peu près plus de 250 avocats dans le monde, c'est très clairement, il y a une croissance soutenue d'un marché du capital transmission qu'on ne voyait pas beaucoup au cours des années précédentes, c'est-à-dire en Europe du Nord et en particulier aux Pays-Bas. Il y a un renforcement du marché en Allemagne qui est très clair. Donc il y a un certain nombre de barrières culturelles en Allemagne qui sont en train d'être franchies ou qui ont été franchies au cours de ces dernières années, qui fait que le marché allemand est de plus en plus prégnant et va probablement continuer ou devenir le second marché du capital transmission. Devant la France alors? Devant la France. Et on assiste aussi, ce qui est très caractéristique, à un renouveau complet du marché du capital transmission dans le sud de l'Europe, en particulier en Espagne. En revanche, au Royaume-Uni, ce qui est très clair, c'est que le deal flow depuis le 1er janvier de cette année est extrêmement faible et que tous les acteurs du capital transmission, dans la perspective d'un éventuel Brexit, sont dans une position très attentiste. Oui, donc là c'est un lever de crayon qui est conjoncturel, oui. en attendant de savoir le sort du Royaume-Uni dans l'Europe. Mais vous diriez pas, c'est conjoncturel, non structurel en fait. Il y a des actifs en Angleterre, il y a énormément d'acteurs qui sont là aussi prêts à déployer du capital. Donc ça devrait peut-être se déboucler dans la deuxième partie de l'année. Oui, mais les événements macroéconomiques et macropolitiques ont un effet sur notre pratique. Évidemment qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, une abondance de fonds à investir et une dette aussi... une offre de dette très large. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas ignorer le contexte dans lequel on existe, si vous voulez. Et il y a, à tout le moins pour le prochain semestre, et pour lequel on peut être un peu plus sceptique, et notamment quand on voit le nombre d'opérations qui est en train d'être initié pour un débouclage avant la fin de l'année, il va y avoir un certain nombre d'événements macroéconomiques et macropolitiques qui font que probablement les choses vont se ralentir un petit peu, notamment le lancement de la campagne présidentielle en France. Oui, ce que je vous allais dire, on parle du Brexit, mais nous, il y a aussi l'épée de Damoclès, si je puis dire, de la campagne présidentielle, et on sait toujours que dans cette partie préélectorale, les acteurs ont aussi tendance à attendre de voir ce qui va se passer et où est-ce que le vent va tourner. Exactement. Bon, alors, revenons-en pour l'instant à ce qu'on sait, c'est-à-dire à ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. On a également le sentiment qu'il y a beaucoup d'offres non sollicitées, donc c'est-à-dire des offres qui sont remises par des acteurs en dehors d'un processus formel d'enchères, qui ont abouti, alors qu'avant, elles n'étaient pas nécessairement successful. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces offres préemptives, comme on les appelle, elles arrivent jusqu'au bout du raisonnement et elles arrivent à convaincre le vendeur? Alors les offres préemptives, ça a toujours existé, on le sait bien, c'est une réalité du marché. Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu une pratique du marché un peu plus établie qu'au cours des années précédentes. Alors ça, c'est une réalité qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans, c'est pas une nouveauté de ces 6 derniers mois.
Une fois de plus, là aussi, c'est dû à la rareté des actifs de qualité qui peuvent être sur le marché, et puis au fait aussi que les équipes de gestion des fonds d'investissement un peu de place se sont correctement équipées pour pouvoir, en plus de participer à des processus, et j'allais dire s'épuiser en participant à des processus d'enchères extrêmement concurrentiels, dédient une partie de leurs ressources maintenant à examiner des actifs qui sont hors marché pour pouvoir éventuellement faire une offre préemptive quand l'occasion se présente. Donc ça, c'est sur l'organisation des équipes de gestion, mais vous, en tant qu'avocat, quand vous accompagnez ces équipes, il y a, on s'en doute évidemment, des recettes, enfin, faire en sorte que l'offre soit ferme, qu'elle puisse être financée, et que donc le vendeur se dise, si je tope avec cet acteur-là, je vais effectivement vendre mon actif. Vous avez tout à fait raison, parce que si on met de côté le prix, qui doit forcément être attractif pour un vendeur qui ne l'était pas avant de recevoir une offre sollicitée et pour attirer son attention, pour qu'il ouvre la porte et qu'on puisse aller de l'avant, je crois que le principal facteur clé de succès pour une offre préemptive, c'est effectivement sa fermeté. Ou si ce n'est pas sa fermeté, sa capacité à le devenir dans un délai extrêmement court. Bon. Donc ce n'est pas une nouveauté sur le marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, le marché s'est grandement éduqué. Tous les acteurs du capital transmission, qu'on parle des fonds d'investissement, des banquiers, de la galaxie de conseils qui intervient autour, se sont professionnalisés et ont maintenant une connaissance intime des pratiques qui permet d'aller extrêmement vite sur ces sujets-là. Bon. Donc on peut par exemple prendre l'audit, vous voyez, comme évidemment, lorsque vous voulez avoir une offre ferme, il faut que cette offre ferme ne soit pas conditionnée par la connaissance de l'actif et du management par l'acquéreur ou par les prêteurs qui vont le financer. Donc généralement, ça passe par des audits. Alors aujourd'hui, vous avez une galaxie de conseils, une fois de plus, qui peut faire des audits très vite, mais je pense que les fonds d'investissement, plus fondamentalement, ont appris à travailler leur connaissance de l'actif bien en amont. Et bien en amont. C'est vrai aussi pour les prêteurs. Quand vous dites aussi, ils ont besoin d'avoir un sentiment de confort sur l'actif pour lequel ils vont prêter. Et donc du coup, finalement, si on tire le fil, on se rend compte que toutes ces préemptives, elles ont en fait lieu et pour objet des actifs déjà connus dans le marché, des entreprises qui ont déjà fait l'objet de LBO, et que c'est souvent en fait des actifs qui passent de la main d'un fonds à un autre. C'est tout à fait exact. Donc ça veut dire que cette connaissance intime de l'actif, en tout cas par les fonds d'investissement, elle peut résulter du fait qu'ils ont déjà croisé cet investissement ou cet actif sur des précédents processus de vente. Ça peut aussi, et ça je pense que les fonds d'investissement ont appris à le faire et le font très bien quand ils ont la possibilité de le faire, c'est pas toujours, les configurations ne le permettent pas toujours, c'est de travailler cette connaissance très en amont, en allant rencontrer le management lorsque l'actionnaire majoritaire l'autorise, bien entendu, et en faisant un peu d'intelligence de marché. De s'approcher au plus près de l'actif. Exactement. Est-ce que ça veut dire que, du coup, les investisseurs financiers tendent à marginaliser les acteurs industriels qui, mécaniquement, ne peuvent pas se mettre dans cette logique de préemptive ? Alors, vous savez, enfin, il est vrai que pour pouvoir faire une offre préemptive et qu'en plus cette offre préemptive soit un succès, il faut une certaine dose de pragmatisme. Hein. Ça, c'est indubitable. Et il faut, dans la réalisation de cette offre préemptive, une grande efficacité et une grande rapidité. Mais vous savez, on a longtemps dit que les acteurs industriels n'étaient pas adaptés à des processus d'enchères. Trop lents. Voilà, ou lorsque les concurrents étaient des fonds d'investissement. Si on met de côté la prime stratégique qu'ils peuvent mettre dans le prix et qui les rendent compétitif sur la question du prix. Mais la réalité a bien changé ces dernières années. C'est maintenant que vous avez des acteurs industriels qui sont tout à fait éduqués, après avoir côtoyé pendant une quinzaine d'années les fonds d'investissement d'un côté et de l'autre de la table, après avoir constitué des équipes dédiées. Et nous avons même, chez certains de nos clients acteurs industriels, des processus de vente interne qui sont différents selon que l'actif est en processus d'enchère ou est un actif en vente dans le cadre d'une offre de gré à gré. Donc ils se sont mis au pas. Ils sont tout à fait capables ils sont tout à fait aujourd'hui capables et d'ailleurs de rivaliser. Sur les processus d'enchère, en tout cas, j'ai une statistique qui est assez intéressante, c'est que D.L. Piper est en train de sortir la 2e édition de son rapport M&A Trend Report, qui vise à comparer les pratiques et les expertises du marché du M&A sur différentes juridictions. En examinant à la loupe 300 opérations sur les 450 que nous avons conseillées en 2015. Et là, il y a une statistique qui est très intéressante parce qu'on s'aperçoit que pour celles de ces 300 opérations qui ont été réalisées dans le cadre d'un processus d'enchère, dont plus de 50%, c'est l'acteur industriel qui a été sélectionné par le vendeur comme l'acquéreur in fine. Ce qui veut dire qu'ils ont appris avec le temps à être très compétitifs dans un processus d'enchère. Donc je pense que nul doute qu'avec le temps, ils apprendront aussi à faire des offres préemptives.
Eh bien, écoutez, c'est une statistique fort intéressante pour conclure sur la perspective de notre conférence Capital Transmission. Je vous donne donc rendez-vous le 21 juin prochain pour poursuivre les débats avec Xavier Norlin et les autres intervenants. Merci. Merci à vous.